Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un second numéro de Eco Hebdo, votre magazine économique sur la première télévision panafricaine. Africable Télévision, comme invité ce soir, Dr Abou Draman Coulibaly, enseignant-chercheur, professeur d'université. Bonsoir, Dr Coulibaly. Bonsoir, M. Diakité. Merci encore une fois de votre constante disponibilité à nos côtés pour débattre des questions économiques. Bon, avec un grand plaisir. Nous sommes toujours heureux d'être là avec Africa pour discuter des questions économiques. Absolument, très heureux également de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce numéro. Il va être question notamment de l'inauguration du canal de Suez. Nous allons parler de la faible performance ou la contre-performance du groupe sud-africain, le géant sud-africain MTN. Il sera également question de la prise de fonction du nouveau directeur général du groupe Ecobank et de la décision des autorités nigériennes par rapport à la Banque centrale du Nigeria. Mais pour commencer cette émission, nous allons donc partir au Caire, en Égypte. Le projet de la création ou de la réalisation du deuxième canal de Suez a été donc inauguré jeudi dernier par le président Al-Sisi, initialement prévu pour 2017, ce nouveau canal long de 72 km a été donc construit à pas de charge, parallèlement au premier qui devrait permettre une double circulation des navires conteneurs, une réduction du temps de parcours et permettre une augmentation du trafic. L'intensification des flux passant notamment par le double canal de Suez permettra, selon les estimations du Caire, 13,2 milliards de dollars par an d'ici 2013. Ce projet a coûté quelques 8 milliards de dollars pour son financement. Le président Al-Sisi a misé sur un effort collectif et national en lançant un appel aux dons, une stratégie gagnante puisque 80% du projet a été financé par les particuliers grâce notamment à l'achat de bons d'investissement vendus par l'État, quand seulement 20% ont été financés par les entreprises du pays. Dr Abou Draman Coulibaly, un deuxième canal de Suez pour permettre, n'est-ce pas, de booster l'économie d'un pays qui est quand même en mal depuis un certain temps. Nous le savons, l'économie est un peu affectée par les crises récentes. Que peut-on attendre véritablement, n'est-ce pas, de ce deuxième canal de Suez qui est quand même un travail titanesque, sinon je dirais pharaonique? Oui, tout à fait. D'abord, avant de répondre à votre question directement, il faut comprendre d'abord quelle est la situation économique de l'Égypte. L'Égypte, c'est la troisième puissance économique en Afrique après le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, si nous parlons en termes de perspectives économiques, l'Égypte a une croissance qui tourne autour du gaz, du pétrole, du tourisme, des métaux et également de l'industrie également quasiment automobile dans le cas des montages. Donc, l'économie égyptienne a connu un bond substantiel quasiment dans la période notamment de la décennie 2000 jusqu'en 2010, c'est important de le dire, avec un taux de croissance moyen quasiment de 7%. Absolument. Et avec les crises politiques connues, les crises politiques et également les crises sécuritaires que l'Égypte va connaître avec les différents attentats, donc la croissance va à la baisse. On aura quasiment 40%, notamment des Égyptiens qui seront notamment en dessous du seuil de pauvreté, ce qui va susciter notamment les mouvements notamment sociaux avec le printemps arabe. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Abdel Fattah al-Sisi à la tête notamment de l'exécutif égyptien a notamment permis à l'Égypte de pouvoir faire un bond substantiel en matière de croissance économique et c'est pourtant notamment de le notifier. Aujourd'hui, avec un deuxième canal de Suez, c'est une leçon par rapport à l'histoire. Si vous prenez notamment le mandat de Nasser, le premier canal de Suez avait suscité beaucoup de conflits. Si vous remarquez bien, le nationalisme avec Nasser, on se rappelle bien que ça a entraîné beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, avec l'appel à contribution des citoyens égyptiens, c'est ce qui est quand même marquant, cet appel. C'est vraiment une véritable leçon de patriotisme que l'Égypte donne au reste du continent africain. Parce que le canal a coûté quasiment 8 milliards, 8,9 milliards de dollars. Et avec une contribution de 80% des Égyptiens et 20% des entreprises, c'est un message fort. Les perspectives en termes de croissance sont tout à fait bonnes. Si vous remarquez bien, en termes de géopolitique, l'Égypte connaît une crise par rapport. L'Égypte est dans une zone de turbulence. D'abord le Yémen, de l'autre côté du détroit d'Ormuz, qui à l'époque, avec notamment le commerce transfrontalier, le commerce maritime mondial. Il faut également savoir que l'Égypte est quand même, si vous voulez, ce gage de sécurité dans toute cette zone. Évidemment, l'Égypte. Notamment, cela, on le voit à travers les multiples coopérations militaires avec les États-Unis, l'Israël et j'en passe. Très bien. À titre de chiffre, les États-Unis, depuis 1948, ont investi quasiment 70 milliards de dollars
dans le cadre notamment des réformes des forces de défense et de sécurité en Égypte. Et cela montre également la position stratégique de l'Égypte en matière d'économie internationale. L'Égypte est carrément l'interface entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc c'est important de le notifier. Le Yémen connaît une crise quasiment depuis 8 mois. Et si vous remarquez bien, 70% des trafics maritimes mondiaux, en ce qui concerne le trafic du pétrole, passait par le Yémen. Donc il est important de notifier que la mise en place de ce deuxième canal permettra alors de booster la croissance économique mondiale. Et c'est important de le dire à ce niveau. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'économie égyptienne, par rapport à ces faits. Donc cela est un signal fort. Vous avez notamment parlé du leadership d'Al-Sisi. Il faut le reconnaître, c'est quand même un militaire qui a une certaine vision, qui a une certaine vision de la chose économique. Il a pris à bras le corps d'abord l'aspect sécuritaire, parce qu'on ne saurait parler d'émergence, on ne saurait parler de croissance sans pour autant avoir une sécurité assez accrue. Et il a compris, avec notamment la menace des groupes radicaux islamistes, il a su quand même rassurer les investisseurs, leur dire écoutez, maintenant le pouvoir il est géré des mains de fer. Nous allons travailler ensemble étroitement, mais tout en mettant un accent tout particulier sur l'économie. Et je crois que c'est ce qui a d'ailleurs motivé ce projet pharaonique, ce deuxième canal de Suez. Mais dites-nous à peu près, Dr Aboudraman Coulibaly, qu'est-ce que l'Égypte pourrait, en termes de gains, n'est-ce pas, bénéficier avec ce nouveau canal? Oui, les gains sont déjà connus. Déjà, dans votre énoncé, vous l'avez dit. Les perspectives, notamment de chiffre d'affaires, de revenus, le canal actuel rapporte quasiment 5 milliards de dollars par an à l'Égypte. Et dans les perspectives de croissance, jusqu'en 2023, le canal peut apporter quasiment 13,2 milliards de dollars à l'Égypte. Donc, quasiment le double. Quasiment le double, mais je dirais même peut-être le triple. Et en termes de temps d'attente des bateaux, aujourd'hui nous avons 18 heures d'attente pour les bateaux. Et avec les perspectives en 2023, le temps sera réduit jusqu'à 11 heures d'attente. Et cela est quasiment significatif pour l'économie égyptienne. Et il y aura une plateforme également commerciale et industrielle dans la zone du canal de Suez à Ismaïlia. Ça va permettre de créer des emplois. On voit à l'horizon 2023 plus de 1 million d'emplois qui seront créés. Et cela est significatif. Dans une économie égyptienne qui était moribonde, on se rappelle du passage au forceps de Mohamed Morsi en 2012, avec notamment la baisse notamment du tourisme en termes de revenus. Le tourisme, c'est 7 milliards de dollars dans l'économie égyptienne. Et avec l'arrivée notamment des salafistes au pouvoir en 2012-2013, ils avaient également demandé que certaines destructions soient faites au niveau de certains monuments, au niveau de certaines pyramides. Et cela a véritablement impacter les revenus en matière d'économie touristique de l'Égypte. Et ce bond substantiel que Morsi vient de poser, cela montre évidemment son sens de leadership. Et n'oublions pas, et je dis à nos amis téléspectateurs que l'Égypte est la plus grande nation arabe, et c'est important de le dire. Et l'Égypte est la vitrine du monde arabe. Et c'est la raison pour laquelle Nasser avait notamment suscité beaucoup de passion. Si nous prenons Mohamed Kadhafi, dans le cas notamment de ses débuts, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1969 en Égypte, il voyait Nasser comme étant un modèle, un symbole notamment du panarabisme qui avait manqué en réalité dans le Moyen-Orient, au Golfe, lors des années 30 et 40, après l'invasion des États-Unis en tant que tel. Donc c'est important de l'identifier en tant que tel. Donc c'est l'Égypte qui est en train de revenir en force, en montrant au reste du monde que l'Égypte is come back. Donc cela passe nécessairement par des projets pharaoniques de ce type. Nous allons donc partir directement au Nigeria. Désormais, seuls les virements bancaires en devises étrangères sont donc autorisés dans le pays. Une décision donc des autorités nigérianes censée endiguer les flux financiers illicites, mais aussi limiter la dollarisation de l'économie nigériane. Docteur Aboudraman Coulibaly, une décision quand même assez courageuse. Qu'est-ce qui suscite ou qu'est-ce qui a motivé cette décision? Oui, il faut comprendre le contexte dans lequel le Nigeria se trouve aujourd'hui. Le Nigeria a un nouvel exécutif. Vous avez Mohamed Buhari qui a gagné les élections. Donc il faut également de nouvelles décisions. Il faut également qu'un nouveau vent souffle à la tête de l'État. Et c'est important de le notifier. Ce qui est important de comprendre, aujourd'hui au Nigeria, le Nigeria est dans une lutte contre notamment le terrorisme. Et il est important que par rapport aux mécanismes financiers, les mécanismes bancaires, il puisse avoir des véritables réformes. Donc une telle mesure, qui est connue notamment sous l'appellation notamment des domiciliaires accounts, va permettre alors d'assainir notamment les financements. Et pour lutter contre le financement du terrorisme, et cela passe par les réformes bancaires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au Nigeria, il n'était pas interdit que les comptes soient alimentés par des devises étrangères, que ce soit en euros, en livres sterling ou en dollars américains. Aujourd'hui, il va falloir l'autorisation de la Banque centrale nigériane pour pouvoir notamment éviter cela. Et c'est important de le dire. Il est important également de notifier que lorsque dans une économie, vous avez ce qu'on appelle des devises étrangères qui circulent de façon parallèle avec la monnaie nationale,
cela finit par créer un climat de méfiance ou notamment une perte de confiance par rapport à la monnaie nationale. Et cela ne peut que déclencher à long terme des phénomènes liés à la dévaluation de la monnaie. Et les autorités nigérianes ont pris à bras le corps le problème en évitant le spectre de la dollarisation de l'économie nigériane. Parce qu'il faut absolument des mesures. Parce qu'au marché noir, le dollar est quasiment 240 naira. Et aujourd'hui, avec les réformes qui ont été amenées, nous sommes à quasiment à 1 dollar pour 197 naira. Donc il faut également booster la croissance pour que nous puissions avoir une monnaie forte pour pouvoir notamment stimuler notamment la croissance nigériane. Parce qu'une monnaie qui est très faible, cela va notamment empêcher notamment les ménages et les agences économiques nigériennes. Et notamment quand nous faisons allusion, n'est-ce pas, à la baisse du cours des pétroles et tout, nous verrons à aisance que le Nigeria quand même a pris la bonne décision pour équilibrer un peu le flux. Évidemment, parce que le coût du baril de pétrole a fortement baissé. Et c'est important de le dire. Les prévisions budgétaires au Nigeria ont fortement baissé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dès le mois déjà de février passé, le président Buhari avait notamment demandé la privatisation de 4 raffineries pour pouvoir notamment permettre au Trésor public nigérian de pouvoir avoir notamment des recettes substantielles pour pouvoir engager d'autres réformes. Et les réformes sont en cours et ces réformes également sont monétaires. Et la force d'une monnaie part notamment du degré de confiance entre les agences économiques nationaux vis-à-vis notamment de cette monnaie-là. Si les devises étrangères continuent à circuler dans l'économie nationale au Nigeria, cela ne peut faire qu'affecter davantage le naira et cela est dommage. Et dommage. Et nous le savons également, Dr Abou Draman Coulibaly, c'est une décision certes monétaire, je dirais, en termes économiques, mais Nigeria qui est en passe de mettre en place un état-major conjoint pour lutter contre la secte Boko Haram. Nous le voyons, nous le sentons quand même, l'engagement du président Buhari. Il a effectué notamment une visite l'autre jour, n'est-ce pas, au Cameroun, une visite jugée d'historique parce que cela dénote quand même de la prise en charge assez vigoureuse de cette problématique liée à cette secte Boko Haram. Mais dites-nous à peu près, qu'est-ce que cela peut avoir comme quand même impact sur le budget nigérian? Oui, c'est là important de le dire. L'une des causes de l'échec du mandat de Goodluck Jonathan, c'est notamment l'élévation des dépenses militaires. On se rappelle bien qu'il y avait un accord de coopération entre les États-Unis et l'armée nigériane. Et cet accord a été quasiment gelé en raison des violations des droits de l'homme massives dans le nord du Nigeria. Les Américains ont alors rechigné, notamment continué à coopérer avec l'armée nigériane. Et cela a posé un problème réel vers la fin du mandat de Goodluck Jonathan. Et c'est la raison pour laquelle on a vu la visite éclair que le président Buhari a fait aux États-Unis, pour aller demander notamment ce qu'on appelle la relance de l'accord de coopération militaire entre ces deux États. Qui était quand même une étape importante. Et cela est même d'ailleurs important dans la mise en œuvre de cet état-major conjoint. En termes d'assistance technique, en termes d'information. Mais est-ce qu'il a eu gain de cause? Je crois bien que les informations que nous avons à l'heure du jour également sont bonnes. Parce que les États-Unis vont appuyer en termes de renseignement. Il y aura également des appuis en matière de drones par rapport aux équipements de couverture aérienne, l'armée nigériane. Et cela ne peut que renforcer l'état-major conjoint qui sera basé en N'Djamena. Et c'est important notamment de le notifier. Parce que le Nigeria connaît une crise économique en réalité. Parce qu'avec la baisse du coût du baril de pétrole à l'international, cela ne fait qu'amenuiser notamment ce qu'on appelle les marges de manœuvre budgétaires de l'État nigérien. Donc il faut absolument une aide internationale. Et je crois bien qu'en allant aux États-Unis, cela ne peut qu'être salutaire pour l'économie nigériane. Très bien. Donc une relance qui est quand même au rendez-vous également. Au Nigeria. Nous allons partir du Nigeria, nous rendons directement en Afrique du Sud pour parler du groupe MTN. Le Sud-Africain MTN a donc publié le 5 août dernier ses résultats financiers pour le premier semestre 2015. Le premier opérateur de télécom du continent, présent dans 22 pays en Afrique et au Moyen-Orient, voit donc son nombre d'abonnés progresser de 3,4% pour atteindre les 231 millions de clients. Mais en revanche, son chiffre d'affaires au 30 juin est de 5,07 milliards d'euros. C'est nettement un recul par rapport à l'année écoulée, Dr Abou Draman Coulibaly. L'année écoulée, c'était 4,9%. Donc, nous pouvons voir une disparité quand même au moment où ils enregistrent quand même une montée fulgurante, n'est-ce pas, en termes d'abonnés. C'est le chiffre d'affaires qui est revu à la baisse. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-ce que c'est dû au fait que le groupe a plutôt porté, n'est-ce pas, ses efforts sur l'investissement, ou qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Non, tout à fait. Également, cette contre-performance peut être justifiée à la fois par des facteurs endogènes et des facteurs exogènes.
D'abord, au plan interne, il faut d'abord dire, par rapport au groupe MTM, en Afrique du Sud, connaissait des situations tout à fait difficiles. Il y avait une grève qui était en cours, qui avait asséché tous les mécanismes. Beaucoup de grèves d'ailleurs à ce temps-ci. Et également, en Afrique du Sud, ce qui même a suscité le départ de l'ancien directeur général, M. Ahmad, qui est parti notamment de la tête du groupe MTM en Afrique du Sud, parce qu'il y avait des grèves, des problèmes d'ordre social, qui étaient liés notamment à l'amélioration des conditions des salariés. Et cela a fini par notamment aménager les efforts du groupe au plan interne. En ce qui concerne l'approvisionnement au niveau des terminaux, cela a été un problème réel. L'autre facteur important, c'est notamment la hausse de ce qu'on appelle le coût à la minute. Le coût à la minute en matière de communication qui a été très élevé. Et le groupe également a fait beaucoup d'investissements par rapport à ce qu'on appelle l'Internet mobile. L'Internet mobile a beaucoup d'investissements. Oui, contrairement d'ailleurs à ses concurrents, je crois que MTN a plutôt mis l'accent sur le développement des mobiles. Et ils ont mis beaucoup d'investissements. Mais malheureusement, les retombées en matière de perspectives tard à venir. Parce que la concurrence est également réelle. Parce que quand vous prenez la filiale du groupe britannique Vodafone, qui est Vodacom, qui est basé également en Afrique du Sud, et également la percée fulgurante de certains groupes, notamment le groupe français, Orange. Aujourd'hui, les perspectives également en termes de chiffre d'affaires que l'état-major notamment du groupe MTM avait prévu n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils pouvaient attendre. Et cela est important de le dire. L'autre aspect au plan international a été notamment encouragé par le changement de la réglementation au Nigeria en matière de concurrence. Parce que si vous remarquez bien, en matière de présence, c'est important de le dire, le groupe MTM, en termes de portefeuille clientèle, est beaucoup présent au Nigeria. Le Niger est quasiment les 30% de sa clientèle. Ils sont également présents en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire également, ils sont présents également en Côte d'Ivoire. Mais en Afrique subsaharienne, le Nigeria apporte également un chiffre d'affaires substantiel également au groupe MTM. C'est important de le dire. Et au Nigeria, il y a la dévaluation du Naira et également avec les changements liés au cadre réglementaire. Et cela a fini par affecter notamment la santé économique du groupe. Donc voilà autant de facteurs au plan endogène et exogène qui justifient également cette contre-performance. Mais l'important est que le groupe MTM demeure également ce qu'on appelle le flambeau de tête notamment des entreprises de télécommunications d'Afrique. En termes d'investissement, si vous remarquez bien, en termes de capitalisation, la majeure partie des groupes qui interviennent sur le continent sont notamment les groupes qui appartiennent à des capitaux qui sont non-africains. Et MTM aujourd'hui également est champion notamment en termes d'investissement. Il faut également que les États africains puissent intégrer cette donne. C'est ce qui est important de notifier. Absolument, docteur Koulibaly. C'est d'ailleurs, je dirais que c'est cet investissement ou ces investissements qui ont fait qu'aujourd'hui, le groupe connaît de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés financières. Mais est-ce à dire qu'il faille désormais arrêter, ne serait-ce que pour un temps soit peu, les investissements pour peut-être injecter les ressources à d'autres niveaux? Oui, je pense que c'est important de notifier, c'est-à-dire que... Pour éviter les groignes que nous avons vues. Évidemment, il va falloir que déjà, il va falloir revoir la stratégie notamment du groupe au plan africain et également la stratégie en interne. Parce qu'il ne s'agit pas notamment de pouvoir s'épandre en ouvrant des filiales dans les différents pays, mais il s'agit de consolider les acquis. Il va falloir qu'au plan social, le groupe MTM puisse également engager des actions, des véritables réformes en matière notamment de conditions salariales, en matière de motivation des salariés. Sur tous les sites, aussi bien en Afrique du Sud, aussi bien également au Nigeria ici, aussi bien également en Côte d'Ivoire. Et dans l'ensemble des 22 pays, aussi bien en Afrique comme au Moyen-Orient dans lequel le groupe est présent, il va falloir engager des véritables réformes au plan social. Et je pense que ça, à ce seul prix, que MTM va pouvoir notamment garder la trajectoire vis-à-vis de ses concurrents qui apparaissent de plus en plus menaçants ces dernières années. Absolument. Garder donc la trajectoire, c'est un défi qui désormais est criable. Nous allons à présent parler, n'est-ce pas, du groupe Ecobank. Le tout nouveau directeur général, Adeyemi, a donc pris officiellement en fonction. Que peut-on dire à l'heure actuelle, Dr Abou Draman Koulibaly? Que cette prise de fonction montre la maturité de la banque. Ecobank aujourd'hui, c'est la fierté notamment du secteur bancaire africain. Voilà un groupe qui appartient essentiellement à des capitaux africains, c'est important de le notifier. Si vous regardez la percée de d'autres banques sur le continent, notamment les banques françaises et même des filiales des banques anglaises ou des banques américaines, certaines banques américaines, Ecobank notamment suscite la fierté. Ecobank, c'est 1989. Nous sommes quasiment en 2015. Ecobank est présent sur le continent africain quasiment depuis 26 ans. Avec un leadership inégalé. Ce réseau a pu hériter notamment des anciennes filiales, notamment la Chess Manhattan Bank des années 89. Aujourd'hui, en termes de perspective, le groupe suscite beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, la banque a atteint un certain niveau, il va falloir engager des réformes, c'est important de le dire. Et nous espérons qu'avec l'arrivée du nouveau directeur général, ces réformes vont pouvoir être engagées aussi bien dans toutes les présences du groupe sur le continent africain.
En termes de motivation des salariés, c'est important de notifier. En termes de perspectives de croissance au niveau des nouveaux produits bancaires, avec des opportunités que offre la finance islamique, le groupe doit pouvoir s'adapter par rapport à cela et c'est important notamment de le dire. Consolider ces acquis, je suis d'avis, mais au regard de ce qui est dit de ce groupe, nous sentons quand même un management assez efficace. Un groupe qui est bien tenu, n'est-ce pas, en termes de management, c'est ce qui dénote d'ailleurs son efficacité sur le marché, leader dans son secteur. Oui, évidemment, EcoBank, c'est un laboratoire d'expérimentation en matière de management. Voilà une banque qui a su fusionner deux approches de management, l'approche carrément francophone et l'approche anglo-saxonne. L'initiateur du projet d'EcoBank est un Togolais, nous n'allons pas faire l'histoire, qui est francophone, mais qui a pu captiver l'expertise également des anglo-saxons aujourd'hui. Lorsque vous regardez le management d'EcoBank, c'est un management qui est quasiment un management qui a fait hybride et également fortement influencé par les deux écoles de pensée, l'approche anglo-saxonne et également l'approche francophone. Ce qui fait qu'aujourd'hui la banque également a des atouts solides. Elle arrive également à faire face à des menaces également des filiales des banques françaises. Également, la banque également arrive à faire face également à des menaces également des banques issues également des filiales également anglo-américaines. Et cela est un atout essentiel pour cette banque. Très bien, Dr Coulibaly. Dernier sujet de ce numéro de Eco Hebdo. Nous allons parler de l'accord de Vienne avec l'Iran, un accord qui vient d'être donc conclu, que je jugerais d'accord salutaire. Il était attendu, ça y est, il est là. Oui, l'accord était tout à fait attendu. Il a fallu quasiment 12 années de négociations. On se rappelle bien que les premières négociations, notamment sur le nucléaire iranien, ont commencé quasiment en 2003. Et cela donne l'occasion notamment de dire que tout est possible si nous connaissons la diplomatie. Tout est possible. Effectivement, il faut également souligner l'implication vraiment forte du président américain Barack Obama qui s'est vraiment battu pour arracher cet accord. Et cela est tout à fait bénéfique pour son second mandat. Parce que ce qu'on n'a pas pu avoir avec 35 ans d'embargo militaire, on a pu l'avoir avec 12 années de négociations et cela est salutaire pour le dire. Quelles sont les perspectives économiques par rapport à cet accord? C'est pour le dire. L'Iran est quasiment le 4e pays producteur de l'OPEP. L'Iran, c'est 80 millions d'habitants, avec un taux de croissance économique quasiment de 7% aujourd'hui. Et l'Iran, c'est quasiment plus d'1 million de barils de pétrole par jour. Si nous arrivons à une situation où l'embargo est élevé, il est évident qu'aujourd'hui, le gap en matière de production, notamment de pétrole, nous avons notamment un excédent de plus de 2 millions de barils. C'est ce qui justifie également la dégringolade des prix, quasiment depuis 8 mois. Donc si l'Iran également vient sur le marché pétrolier, on aura également un excédent de plus de 3 millions de barils. Et cela sera davantage profitable pour les pays africains qui ne sont pas producteurs de pétrole, qui sont importateurs. Donc il est évident que la croissance économique dans les prochains mois seront à la hausse. Parce que le coût du baril encore va baisser. Et cela va permettre à nos économies alors d'aller de l'avant. Et je pense que cela sera salutaire en matière de perspectives économiques également pour les pays africains. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet accord sur le continent africain. L'Iran également pourra tirer des profits. Énormément parce de profits. Parce que déjà, on a eu 3 missions diplomatiques. La première mission qui avait été faite par l'Allemagne, la deuxième mission qui a été faite par la France, avec Laurent Fabius, et la troisième mission qui est en cours est faite par l'Italie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un positionnement. L'Iran également, c'est le Moyen-Orient. Et toute cette diplomatie des pays occidentaux essaie de se positionner dans le cas de la reconstruction. Et je pense évidemment que la croissance économique pourra également gagner en termes de bons substantiels sur les mois qui viennent. Et souhaitons également que la crise iranienne puisse être également un cas de leçon pour d'autres crises dans le monde entier. La diplomatie demeure l'arme forte en matière de conflit au plan international. Si nous courons la diplomatie, il est possible. Et aujourd'hui, Barack Obama, qui est dans son deuxième mandat aujourd'hui, qui a également, qui a la latitude de pouvoir le faire parce qu'il négocie plus un troisième mandat. Aujourd'hui, nous avons vu le rapprochement avec Cuba, le rapprochement également avec l'Iran. Et aujourd'hui, tout est possible. Et aujourd'hui, Barack Obama a pu engager une véritable réforme par rapport au plan climat. Et ce qui était quasiment impossible, c'est son premier mandat. Et cela montre évidemment qu'il veut rester dans l'histoire et les annales également du monde, en étant le président aux États-Unis qui a fait plus d'ouverture au plan international. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à cela. En tout cas, si nous analysons un peu, vous avez parlé de l'accord avec Cuba et maintenant avec l'Iran, cela montre à suffisance l'engagement du président Barack Obama à vouloir réconcilier les États-Unis avec le reste du monde. Évidemment. Et ça, c'est un message hyper important. Et c'est un message tout à fait fort, notamment que c'est un présent de couleur. Parce que les États-Unis sont restés pendant longtemps en conflit avec le reste du monde. Nous ne devons pas les problèmes liés à des questions civilisationnelles, liés à la question réellement de l'appartenance religieuse. Mais déjà qu'on prenait quasiment depuis 1962, avec la première crise de la baie du cochon,
déjà avec Cuba. Et aujourd'hui, le rapprochement avec Cuba est vraiment significatif. Si nous prenons également la crise iranienne qui a été déclenchée depuis 1979, qui n'était pas au temps de Barack Obama. Donc le rapprochement des États-Unis avec l'Iran également est tout à fait significatif. Si nous prenons également la question climatique, aujourd'hui les États-Unis et puis la Chine sont considérés comme étant les plus gros pollueurs du monde. Et si les États-Unis décident alors d'engager un plan climat en interne, cela ne peut qu'être salutaire pour l'économie mondiale. Voilà ce qu'on peut dire. Absolument, et nous pouvons même le dire sans nous tromper qu'avec, n'est-ce pas, cet accord trouvé, l'Iran qui joue quand même un rôle prépondérant dans la zone qui est la zone assez couverte par tout ce qu'il y a comme groupe radicaux et tout. L'Iran est cité dans pas mal de dossiers. Cela pourrait amener l'Iran, notamment, a révisé sa position par rapport à un certain nombre de dossiers qui sont pendants. Et aujourd'hui, nous le voyons, l'Iran a beaucoup d'influence sur pas mal de groupes en présence dans notamment les foyers de tension. Oui, évidemment, c'est important de le dire parce que l'Iran incarne une branche de l'islam que le schisme. C'est important de le dire. Vous avez l'Iran qui l'incarne, vous avez le royaume saoudien de l'islam. Donc, vous voyez qu'en réalité, nous revenons un peu sur la vieille théorie de certains experts américains qui disaient qu'en réalité, il n'y a plus de guerre idéologique politique. Vous avez une guerre de tendance entre le sunnisme et le chiisme. Aujourd'hui, avec notamment la levée de l'embargo, cela suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment du côté du Moyen-Orient. D'aucuns pensent qu'avec la levée de l'embargo, l'Iran sera puissant économiquement, militairement, et cela ne peut qu'une menace pour la stabilité au Moyen-Orient. Mais nous pensons, à notre humble avis, qu'il est important que nous puissions comprendre une chose en réalité. Si l'économie iranienne gagne en termes de croissance économique, cela permettra quasiment d'endiguer en quelque sorte une partie du tourisme international. Et c'est important de notifier. Et cela permet de rapprocher l'Iran davantage de l'Afrique. Parce que l'Iran, en termes de commerce international, l'Iran est beaucoup proche du continent africain depuis quasiment le début des années 2000. Absolument, Dr Abou Koulibaly, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faille aller vers, n'est-ce pas, la consolidation des acquis économiques pour endiguer tout ce que nous connaissons comme foyer de tension, ça et là. Nous sommes donc au terme de ce numéro de Echo Hebdo. Je vous remercie donc, Dr Aboudraman, d'être passé encore une fois sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour débattre d'autres sujets économiques. Merci et à très bientôt.